Vous êtes très nombreux en train de nous suivre à travers le monde sur notre chaîne YouTube Sans Parapluie et à travers nos chaînes locales. Pour ces numéros qui viennent, n'est-ce pas, devant vous, nous avons des invités. À ma gauche, nous avons le président de l'ENEH, Melchior Twadi. Et à ma droite, nous avons le vice-président Willy Kwabi. Avec eux, nous allons échanger autour des trois grands points. Au premier point, nous allons parler de l'ENEH. Vous le savez, l'ENEH est un mouvement que vous suivez déjà, que vous entendez déjà à travers la ville. Mais aujourd'hui, nous allons avoir l'opportunité de nous entretenir là-dessus. Au deuxième point, nous allons parler de l'actualité locale et provinciale, ce qui se passe dans la ville de Boma, mais aussi ce qui se passe dans la province. Et au troisième et dernier point, nous allons parler de l'actualité nationale. Avec mes deux invités que je viens de recevoir, je vais commencer par une brève salutation. Président Melchior à ma gauche, bonjour et bienvenue sur le plateau de Sans Parapluie. Bonjour, merci Monsieur Panfil, nous sommes très contents. Nous avons toujours eu le même plaisir d'intervenir à travers le média pour analyser et aussi donner les perspectives d'avenir par rapport à notre combat, par rapport à notre idéal. Et nous osons croire que les nombreux téléspectateurs de ce grand magazine ne seront pas déçus. Je crois que c'est votre première fois sur ce plateau de Sans Parapluie. Exactement. Vos impressions, parce que oui, vous avez... c'est quand même un grand magazine. Nous sommes très contents. Nous avons suivi le numéro précédent et ça coïncide bien avec notre philosophie Sans Parapluie. Nous sommes des élites non héritières. Et c'est un peu vraiment une bonne chose parce que nous aussi, nous sommes dans cette optique-là de Sans Parapluie. Nous n'avons pas besoin du favoritisme, mais NEH prône la valeur, prône la méritocratie. Et je crois que la méritocratie doit déjà être notre thermomètre pour que chacun de nous se taille sa place selon ses efforts. Et merci. Voilà un peu notre plaisir de participer aussi dans ce magazine Sans Parapluie. Merci beaucoup. À ma droite, j'ai aussi un jeune, c'est le vice-président. Oui, le vice-président Willy Kwabi. Oui, oui. Élise non héritière. C'est comme, j'ai l'impression, que même votre émission s'intitule Sans Parapluie. Effectivement. Nous sommes Élise non héritière. C'est presque une certaine coïncidence. Donc nous sommes là, comme le président vient de le dire, il a presque tout explicité. Et donc je crois qu'ici nous allons démontrer, faire voir aux autres l'importance de notre combat. Merci beaucoup. Vous deux, vous êtes là. Nous avons trois points à l'ordre du jour. Le premier point, nous allons parler de l'ENEH, de votre structure, dont vous êtes le président et votre vice-président est là. Au deuxième point, nous allons parler de l'actualité locale et provinciale, parce que il y a des grands enjeux au niveau de la province également. Et au troisième point, nous allons parler de l'actualité nationale. Alors, avant de commencer, parce que nous avons acquis une habitude qui fait que nous recevons régulièrement des invités à travers ces plateaux qui viennent mentir la population. Alors, c'est comme ça que, pour ces numéros, nous allons commencer par une petite cérémonie. Vous allez prêter serment devant les nombreux téléspectateurs qui nous suivent, devant les internautes qui nous suivent, que vous allez dire la vérité, rien que la vérité. Alors, vous allez juste prendre votre main droite, que vous allez mettre comme ça, et la main gauche sera au cœur. Et vous allez dire que nous allons dire la vérité, rien que la vérité, parce qu'il y a des questions stratégiques auxquelles vous allez répondre à travers cette émission. Si ça vous va bien, nous pouvons donc commencer. Oui, bon, dire la vérité, c'est une vertu. Bon, je pense qu'il n'y a rien de mal. Nous sommes habitués à dire la vérité. Oui, on va dire la vérité, rien que la vérité. Donc, on n'a aucun problème par rapport à ça.
comme vous nous exigez. Et voilà, les téléspectateurs peuvent être des témoins. Nous sommes ici pour dire la vérité, c'est la vérité que nous défendons tous les jours. Donc, sans problème, on va dire la vérité et rien que la vérité. Vice-président aussi, ou sinon vous vous engagez à... En tout cas, moi je suis disciple de la raison, de la raison. Effectivement. Donc, je ne peux dire que la vérité, rien d'autre. Vous les avez suivis, vous les avez entendus, parce qu'ils sont là et ils viennent de prêter serment. Donc, nous commençons notre émission de ce jour. Au premier point, nous avons, n'est-ce pas, l'ENEH. En tout cas, nous avons entendu. Quel du bruit dans la ville? ENEH, élite non héritière. Ça, c'est la signification. Mais plusieurs personnes en parlent certaines fois sans en savoir la quintessence. L'ENEH, un parti politique. L'ENEH, une association. L'ENEH, un groupe de pression. L'ENEH, une église. Ou ENEH, une organisation non gouvernementale. Nous allons commencer par le président. C'est quoi l'ENEH? Oui, bon, nous l'avons toujours dit, mais c'est toujours important. La répétition est la mère des sciences. C'est peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont nous suivre pour la première fois. Effectivement. NEH, c'est un mouvement citoyen, de conscience citoyenne, des élites non héritières, qui est né d'un constat. Le constat lequel il s'est érigé un mauvais système dans notre pays, du favoritisme. Nous sommes tous Congolais, mais on a constaté il y a des gens qui ont la faveur parfois d'occuper certaines fonctions publiques par rapport à l'hérédité. Nous prenons l'exemple, on a connu Mobutu, nous avons vu le fils Mobutu occuper aussi des grandes fonctions dans ce pays. On a connu Kabila, nous avons aussi vu le fils Kabila diriger le pays. On a connu Etienne Tshisekedi, voilà. Alors on s'est dit, nous autres, nos parents n'ont jamais été au sommet des institutions de ce pays. Est-ce que nous n'avons pas le droit de postuler aussi à ces grandes fonctions? C'est pourquoi nous disons non. Le pays, c'est un patrimoine commun. Ce qui est de patrimoine privé familiaux, là on peut comprendre. Mais étant donné que la constitution de notre pays prime l'égalité des chances, donc tous les Congolais sont égaux, nous disons qu'ici on ne doit pas seulement voir l'appartenance héréditaire, mais on doit tenir compte de compétences. Et c'est vraiment le socle de notre lutte. C'est pourquoi nous disons qu'il faut qu'on puisse tenir compte des critères de méritocratie, la compétence. Quand le vice-président Willy remplit les critères, il a droit d'être gouverneur ou bien d'être comptable ou bien d'être conseiller juridique dans le gouvernement, et c'est ça notre lutte. Mais non tenir seulement compte, non, et voilà, tu es fils de qui, et c'est tout ce que nous fustigeons. Égalité de chances, la méritocratie. Donc, voilà le combat du mouvement NEH. NEH lutte pour l'instauration de la méritocratie et de la justice, et aussi quand il y a méritocratie, quand il y a justice, et la prospérité va venir automatiquement. Merci. Voilà un peu en quelques mots notre socle, notre idéal que nous poursuivons. Merci, je vais revenir vers vous tout à l'heure. Monsieur le vice-président, il y a des gens qui disent, bon, je crois que c'est même un adage qui dit l'enfant ne pouvait faire que le métier de son père. Et c'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Les gens, ou les parents, n'est-ce pas, qui ont fait la politique, leurs enfants devraient faire aussi la politique. Donc vous vous êtes dit que si vous n'avez pas un parapluie, comme l'intitulé de ces programmes, vous ne pouvez pas accéder, n'est-ce pas, aux fonctions des responsabilités. Quel est votre point de vue? C'est dans le même lit, ou sinon vous voyez que les objectifs dont vous êtes fixés au début ne cadrent pas avec ce que vous faites? Bon, déjà, si les objectifs ne cadraient pas avec ce que nous faisons, je pense que j'aurais déjà quitté. Effectivement. Vous savez, il y a un adage qui dit le premier roi ne fit pas prince. Ah oui. C'est quelqu'un qui est venu de nulle part et s'est bâti pour mériter son royaume. C'est ça en fait l'ENEH. Oui. C'est ce qui caractérise l'ENEH. C'est pas parce que non, mon grand-parent était politicien, moi aussi je devais devenir politicien. Non. C'est-à-dire que
tout ce que le président de l'NH, M. Mercure, venait de dire, qui est mon président, en tout cas, ça cadre avec tout ce que nous sommes en train de dire. Personnellement, étant rationnel, je ne fais pas des choses qui ne cadrent pas avec mon combat. Donc je ne peux faire quelque chose que lorsque j'adhère dans l'NH, on m'a expliqué, j'ai compris c'est quoi l'NH, et donc jusque-là, je comprends que la structure est en train de marcher, est en train de collaborer avec les objectifs. Voilà pourquoi je suis dans l'NH et je crois que nous sommes dans les droits. Merci beaucoup. Président, quelles sont les activités que vous menez, n'est-ce pas, pour atteindre ces objectifs? À cela, j'ajoute, si une personne serait victime d'une injustice pareille, il maîtrise, il a des compétences, il mérite, n'est-ce pas, d'avoir cette fonction-là ou ces postes-là. Est-ce que vous pouvez plaider en faveur de lui? Donc, des questions à votre disposition. Merci bien. Nous sommes en train de sensibiliser. C'est déjà une action qui est menée. Nous sommes un mouvement de conscience citoyenne. Notre souhait, c'est de voir les Congolais prendre conscience. Cette conscience collective pour que finalement, les Congolais arrivent à bien revendiquer ce droit. C'est ce que nous sommes en train de faire au quotidien. Donc, aujourd'hui, on a constaté que le militant a pris la place du méritant. Vous verrez même dans des institutions qui gouvernent la République, parce que c'est la femme, c'est le fils de l'oncle de... Ce qui est anormal. Nous avons vu dans ce pays, dans le ministère de l'économie, où le directeur de cabinet est médecin. Tout simplement parce que le médecin est le frère à la ministre. Et ça, c'est anormal. Nous voulons un Congo qui prône avant tout les valeurs. Et voilà notre combat de tous les jours. Alors, il faut se retenir que NH, nous sommes des bénévoles. C'est par patriotisme, c'est par amour de notre pays que nous nous disons, ben voilà, nous nous sacrifions sans rien attendre au retour. Parce que ce que nous faisons, beaucoup de gens sont dans leur maison en train de dormir. Mais nous sommes au four et au moulin parce que nous savons le bien que l'on fait pour la communauté finit par payer. Et donc, dans cette optique-là, même les grandes nations du monde, il y a eu toujours des gens qui se sont sacrifiés. Et nous, notre sacrifice, c'est cette sensibilisation. Nous appelons le jeune. Donc, parmi les activités. Mais bien sûr. D'ailleurs, l'activité principale, c'est celle-là. La sensibilisation. Nous ne voulons pas la faire, la sensibilisation. Aujourd'hui, nous disons aux jeunes, il faut une prise de conscience. Nous demandons aux jeunes de ne plus être le marchepied de politique. Parce que nous l'avons toujours dit, la politique n'est pas l'industrialisation du pays. Aujourd'hui, les politiques ont donné l'impression aux jeunes, pour gagner de l'argent facilement, il faut adhérer dans le parti politique. C'est faux. Il faut créer des emplois. Et aujourd'hui, les politiciens nous ont clochardisés, nous manquons l'emploi, et pour que nous soyons des applaudisseurs automatiques. Mais nous, déjà, nous disons, malgré notre pauvreté, nous résistons à cette manière de faire. Et c'est pourquoi nous prenons l'exemple. Aujourd'hui, dans la ville de Boma, parmi les jeunes qui se font entendre, modestement, nous faisons partie, mais nous ne sommes pas dans un parti politique, parce que les gens ont compris que nous portons une vision, nous portons un idéal, il y a la constance. Donc, quand vous nous demandez les objectifs, c'est de montrer, parce que le développement commence à travers la tête. C'est seulement quand l'homme a compris qu'il peut maintenant agir. Donc, c'est pourquoi nous voulons d'abord recadrer les choses, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où nous vivons l'inversion de valeurs. C'est dans un pays où noir est devenu blanc et blanc est devenu noir. Et aujourd'hui, la nation est en train de disparaître. L'État est devenu faible. Nous voulons ce Congo-là, des institutions fortes et non des individus forts. Très bien. Voilà en quelques mots les objectifs que nous sommes en train de poursuivre. Et c'est pourquoi nous sommes là d'ailleurs pour continuer à prêcher la vision de NH pour que les gens comprennent et les gens changent le fusil d'épaule. Je suis toujours avec vous, le deuxième volet. Si je suis victime d'une injustice, j'ai rempli tous les critères, mais voilà, comme je n'appartiens pas à une famille politique, on m'interdit d'accéder à cette fonction-là. Est-ce que l'NH peut plaider en faveur des cas pareils? Voilà, donc, une très bonne question. En fait, un État marche à travers de lois. Nous avons d'abord la loi mère qui est la Constitution et nous avons des lois organiques et il y a beaucoup de règlements.
Mais malheureusement, ici, ce n'est pas NIH qui devient une police pour faire... Mais nous, le plus important, c'est pousser les décideurs. C'est pourquoi nous sommes un mouvement de pression. C'est pousser les décideurs à respecter les lois de la République. C'est parce que on dit que la RDC est un état de droit. On ne voudrait pas que ce soit un vain slogan, mais nous voudrons que ce soit une réalité, que ce soit effectif. Donc, nous voulons que l'état de droit soit effectif. Par exemple, quand même on est en face de quelqu'un qui a beaucoup de moyens, mais pour que la justice soit équitable. Mais c'est pourquoi nous soutenons que l'état de droit soit effectif. Mais malheureusement, nous constatons que ce n'est pas encore le cas. Nous constatons qu'apparemment, c'est toujours la justice de fort. Et c'est pourquoi nous invitons les Congolais à se réveiller, à prendre conscience pour que nous soyons ensemble, de ne pas toujours pleurer derrière sa maison, derrière la porte ou dans sa chambre, comprendre que le droit s'arrache. Le droit n'est jamais servi sur un plateau d'argent ou un plateau d'or, mais le droit s'arrache. C'est pourquoi nous menons des actions citoyennes. Nous sommes des lanceurs d'alerte, nous dénonçons et nous sommes aussi en quelque sorte la voix de sans voix. Donc c'est pourquoi nous disons aux Congolais de se réveiller pour apprendre comment revendiquer le droit. Et nous constatons qu'il y a des abus, il y a de l'injustice. Nous constatons au lieu qu'il y ait la force de la loi, mais malheureusement sur le terrain c'est la loi du plus fort. Mais cela doit changer. Donc il faut que ça change, mais il faut aussi que les gens arrivent à revendiquer. Même la France, dans l'histoire de la France, il y avait de graves injustices. La France était sous la domination de l'Allemagne. Mais nous connaissons ce que Jeanne d'Arc a fait à 17 ans. Donc voilà un peu... Je ne pense pas que vous allez inciter les gens à la révolte. Non, nous sommes de légalistes. Nous sommes de légalistes. Merci beaucoup. Nous sommes de légalistes. Nous, le problème, apprenons aussi à être esclaves de textes. Aujourd'hui, nous envions l'Occident, nous envions les États-Unis. Mais si ces pays se sont développés parce qu'ils sont esclaves de leurs textes, ce qui est mal en République démocratique du Congo. Nous avons un arsenal juridique là efficace, mais nous n'arrivons pas à respecter nos propres lois. Très bien. Et c'est pourquoi les choses ne marchent pas. Nous voulons que cette fois-ci, que les Congolais arrivent à respecter les lois. Et l'exemple vient d'en haut. Et que ça commence du sommet jusqu'au dernier citoyen. Mais malheureusement, ceux qui sont censés prêcher par l'exemple sont le premier à piétiner les lois de la République, sont le premier à prôner les antivaleurs. Et c'est pourquoi nous nous disons niet. Ça doit s'arrêter. Et NIH est là pour que finalement le Congolais retrouve les beaux motos. Donc, la conscience, les beaux motos, pour que les choses avancent, pour qu'ils fassent beau vivre dans ce magnifique pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais en tout cas, je vous assure que vous avez une lourde responsabilité et redresser la mentalité, la conscience de l'homme congolais. Parce que c'est lourd, mais 32 ans de Mobutu, 18 ans du président Joseph Kabila. Et aujourd'hui, nous sommes à la 3e année, n'est-ce pas, de Félix Tshisekedi. Vous vous êtes donné cet engagement-là. C'est comme ça que je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas facile. Vous nous suivez de partout, vous aimez le monde associatif, l'NIH est là. Et ce sont des jeunes gens qui se donnent corps et âme, n'est-ce pas, pour changer, sensibiliser, changer surtout la conscience de l'homme congolais aujourd'hui. Je crois que la tâche n'est pas facile, mais avec votre soutien, avec vos moyens, nous pouvons arriver, n'est-ce pas, à atteindre ces objectifs. Prenons la deuxième partie consacrée à cette émission. Je vous l'avais dit au début de cette émission que nous allons parler de l'actualité locale et provinciale. Nous allons commencer par notre ville, la ville de Goma, qui est secouée par des grands fléaux. Le premier fléau, nous allons prendre l'insécurité et le deuxième, c'est la pénurie d'eau dans la ville. Commençons par l'insécurité. Effectivement, il y a eu un certain nombre de jours où le calme commençait à s'installer. Mais bon, depuis tout récemment, nous constatons que l'insécurité regagne, n'est-ce pas, sa place primordiale dans la ville de Goma. Président, vous êtes de cette ville, vice-président également, vous êtes de cette ville, en tant qu'habitant de cette ville. Je crois que vous avez quand même quelque chose à dire quant à ça. Quelle est votre réaction par rapport au retour, n'est-ce pas, de la sécurité dans la ville de Goma?
Ouais, c'est quand même déplorable. Le jour passé, il y avait une accalmie. Mais apparemment, nous sentons que vraiment l'insécurité vient encore de refaire surface. C'est pourquoi nous invitons les autorités sécuritaires de prendre cette question à bras le corps pour étouffer. Les conseils de sécurité restent toujours vigilants parce que la sécurité est un luxe. Mais aussi, il faut souligner quelque chose. La sécurité, ce n'est pas seulement l'absence de crépitement de balles, mais la sécurité, c'est un tout. Et je pourrais même aller plus loin pour dire que nous sommes vraiment en insécurité de manière générale. Parce que l'insécurité peut aussi être sur le plan alimentaire. Déjà, quand le Congolais ne mange pas bien, c'est une insécurité alimentaire. Et vu la crise qui nous frappe de plein fouet, il y a aussi ces problèmes-là. Et nous osons croire que les autorités sont là pour résoudre ce problème. Et en dehors de ça aussi, en tout cas, ça vient de faire pratiquement 2 semaines dans la ville où il y a pénurie d'eau. Nous ne sommes pas au village où il n'y a pas une forte démographie. Les gens peuvent se déplacer, aller au puits et à la source, avoir de l'eau. Mais ici, la population est dense. Et aujourd'hui, il y a une panne, mais sous d'autres sont de pannes qui doivent être réparées urgemment. Et c'est pourquoi nous interpellons les responsables, chacun à son niveau, et de faire vite parce qu'aujourd'hui, nous sommes pénalisés. Déjà, nous avons de maigres moyens et dans nos maisons, actuellement, nous qui sommes pères de famille, à côté de trouver quelque chose à manger, il faut encore un budget pour eux. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut vite que cette question soit résolue parce que ça nous met en insécurité sociale. Imaginez les personnes de 3e âge qui ne savent pas parcourir de longues distances, qui n'ont pas d'enfants envoyés. Donc c'est quand même une question qui tracasse le Banaboma. Et c'est pourquoi NEH, comme en tant que mouvement citoyen, nous dénonçons et nous exigeons la réparation immédiate de cette panne, que les responsables de la régie des eaux fassent vite, ils n'attendent pas qu'il y ait des dégâts, qu'il y ait une perte en vie humaine, qu'il y ait une mort d'homme, pour vite donner la solution. Et déjà, nous venons de prendre 2 semaines, nous disons qu'il faut que la panne soit vite réparée et que les services de sécurité aussi puissent nous assurer une bonne sécurité parce qu'aujourd'hui, il y a des incursions de vol à main armée, il faut que ceux qui ont la responsabilité, nous reconnaissons aussi, NEH, c'est ça la différence entre les politiciens. La sécurité, c'est aussi l'affaire de tout le monde. Ça veut dire, même nous dans le quartier, nous devons apprendre à dénoncer. Nous connaissons une chambrette où il y a 5-6 jeunes garçons qui ne font absolument rien. Et le chef de cellule, le chef des quartiers doit dénoncer cela. Et c'est pourquoi nous devons aussi accompagner la police pour essayer un peu de dénoncer ce genre de comportement. Et c'est de cette façon-là aussi que tous nous allons contribuer pour qu'il y ait la sécurité dans la ville, pour qu'il y ait la paix. Merci beaucoup. Monsieur le vice-président, effectivement c'était ça la question, mais bon, il vient de le dire déjà. Et la sécurité n'est pas seulement l'affaire des agents de l'ordre, c'est l'affaire de tout le monde. Et on parle de la police de proximité. Ils disent que ces gens-là, si la population effectivement dit certaines fois, si nous dénonçons, certaines fois nous sommes victimes des poursuites. Bon, également, je crois que vous êtes aussi à l'école des droits. Vous avez quelque chose à dire par rapport à l'insécurité, mais une deuxième question. Les gens qui sont commis à la réparation, n'est-ce pas, de la panne, qui secoue la ville par rapport à la pénurie d'eau, travaillent normalement. Donc, ça signifie quoi? Le matin, ils travaillent, le soir, et puis bagage rentre. Mais alors que la population est en train de souffrir, quand c'est. Vous n'avez pas quelque chose, ou sinon vous avez quelque chose à dire par rapport à ce genre de comportements. Voilà les 2 préoccupations par rapport à la police de proximité, mais aussi par rapport à la réparation de cette panne qui secoue la ville. Bon, je réponds d'une manière générale. Effectivement, c'est bon comme ça. Le point, c'est que d'abord, je suis éclairé de toujours, à tout moment, qu'on puisse parler de ces problèmes de l'insécurité dans la ville. C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est tous les jours qu'on dénonce l'insécurité. Très bien. Et j'aime encore le président lorsqu'il parle de l'insécurité sur le plan alimentaire, qui est encore la prise, c'est-à-dire que la prise des insécurités.
C'est la plus grave. Effectivement, même sur le contrôle des aliments qui nous viennent, c'est lequel de l'étranger. Effectivement. Ce qui m'éthique au juste, c'est quoi? Lorsque vous allez dans des maisons des politiciens, Oui. il y a pas mal de policiers qui surveillent ces maisons. Vous allez juste au rond-point, il y a trop de policiers pour surveiller des autoroutes, pour surveiller des webistes. Mais lorsqu'il s'agit de venir au secours de la population, il n'y a plus de policiers. Et là, c'est un grand problème. Dans des pays, des gens qui réfléchissent, bon, ça aussi, c'est aussi, il part aussi pour, il faut nous aussi reconnaître les responsabilités toujours de l'État. Parce que moi, je suis en train de condamner plus l'État. Les responsabilités de l'État, puisque lorsque ce policier n'est pas aussi bien pris en charge, il n'est pas payé, c'est normal qu'on tombe dans des pratiques pareilles. C'est-à-dire qu'on devrait normalement d'abord prendre soin de ces secteurs de la police. Vous verrez quand même des jeunes quitter le parti politique et puis s'enrôler dans la police. Mais si les gens craignent, parce qu'ils savent les conditions dans lesquelles vivent les policiers. Mais les conditions mauvaises ne sont pas que dans l'armée ou dans la police. Hein. C'est pas partout. Hein. Mais aujourd'hui, l'État en fait, a une certaine lâcheté. C'est ce que nous dénonçons. Donc, nous pouvons parler des pénuries, nous pouvons tout. Moi, je dirais la problématique à ce niveau, c'est les responsabilités de l'État. L'État devait prendre ses responsabilités, devait répondre à ses responsabilités. Et c'est là où nous revenons. Le problème, c'est que nous avons des gens qui occupent de hautes fonctions, qui ne méritent pas, qui ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est la méritocratie. En fait, il ne mérite pas. C'est lui qui mérite, il sait sa liste. Très bien. Ouais. Lorsque quelqu'un mérite, le président nous a parlé des problèmes que nous sommes en train de combattre de façon, comment on appelle encore, c'est que nous sommes de façon bénévole. Le jour où nous aurons des autorités qui diront que je me suffis du salaire et je vais travailler pour la sécurité sociale de la population, vous verrez que tous ces problèmes ici, bien sûr que ça ne seront pas balayés de façon... puisque partout, même dans les pays développés, il y a de l'insécurité, mais il n'y aura pas de recrudescence. Donc vous encouragez, donc vous demandez à l'État, n'est-ce pas, de mettre des moyens pour prendre en charge, une prise en charge, n'est-ce pas, normale et responsable de ces agents-là, pour pousser les gens. Qui doit commencer par une certaine effectivité de prendre en charge d'abord ces agents. Très bien. Parce que lorsqu'un ventre pris n'a point d'oreille, il peut faire n'importe quoi. Très bien. Nous venons de finir le point lié, n'est-ce pas, dans la ville de Boma, l'actualité locale. Passons maintenant à l'actualité provinciale. Parlons précisément de la politique. Que des problèmes dans la province du Congo central, président Melchior. Et depuis très longtemps, vous le savez, ce n'est pas seulement à l'époque de Jacques Mbadou. Et Atou vient de partir. Nous avons un gouverneur intérimaire là-bas. Sur le plan provincial, à la tête de la province, il y a des enjeux aujourd'hui. Il faut qu'il y ait élection, et vous le savez bien, et nous devons avoir, n'est-ce pas, qui va nous permettre d'avoir une nouvelle équipe, n'est-ce pas, à la tête de notre chère province. Quel est votre point de vue quant à ça? Oui, c'est triste parce que nous avons constaté depuis le début de cette législature, les provinces sont trop secouées. Effectivement. Ça ne favorise pas le développement à la base. Vous savez, notre pays a opté pour la décentralisation. La décentralisation, c'est un système qui devrait rapprocher les gouvernants aux gouvernés et renforcer aussi le développement au niveau de la base. Mais pour le cas de notre pays, c'est triste parce que c'est juste théorique. Mais dans la pratique, on sent que le pouvoir est plus focalisé à Kin. Et ce qui n'est pas normal. Et aussi, nous osons croire que finalement, nous allons revenir à ce que nous avons dit au début. Le problème d'application de nos textes. Parce que nous connaissons que finalement, dans la Constitution, c'est clair. Il y a 40% de retenus, mais ça n'a jamais été appliqué. Aujourd'hui, vous verrez que tout va à Kinshasa et sont les gens qui sont placés au pouvoir de Kin, qui profitent même des ressources de la province. Donc c'est Kinshasa qui dérange les... Voilà, nous avons toujours dit que Kinshasa n'est pas le Congo. Et nous décrions surtout le problème de notre province, le Congo central. Depuis que le gouverneur Mbadou est décédé, nous avons senti qu'il y a une forte léthargie au niveau de la province.
aucune action de grande envergure au niveau de la province. Atouma Toubouana qui venait d'être là est parti comme ça, sans réalisation. Prenons surtout le cas de notre ville de Boma, il n'a laissé aucune trace. C'est quand même déplorable. Or, la province a aussi des prérogatives et c'est pourquoi nous voulons qu'il y ait un nouveau leadership. Trop de chamaillerie entre le leader au niveau de la province. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, le Congo central hier qui était le modèle est devenu la rusée de tous. Parce que nous avons constaté que les politiciens du Congo central se battent trop entre eux. Voilà, tout le monde veut avoir le gouvernorat. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de leaders qui ont l'envergure nationale. Voilà un peu. Aujourd'hui, le Congo central n'a même plus un présidentiable. Tout le monde veut avoir le pouvoir de Matadi. Moi, je pense que prochainement, il faut que nous ayons un gouverneur de province capable de redonner l'espoir aux filles et fils du Congo central. Un rassembleur. Et les députés provinciaux ont l'occasion de corriger les erreurs du passé. Parce que vraiment, les députés doivent faire un choix judicieux. Parce que nous, en son temps, NEH avait dit, nous avons dit que voilà, de tous les candidats que nous avons présentés, on a vu que personne n'était parfaite, mais on a vu que si on pouvait opter pour un autre candidat que nous, NH, nous avons jugé capable, malheureusement ça n'a pas été le cas. Et nous osons croire que prochainement... Avant de finir, la cause des problèmes au Congo central, la cause ce sont des Né-Congo eux-mêmes, les responsables, ou sinon c'est Kinshasa. Avant de finir, vous allez terminer par cette question. La cause, c'est nous-mêmes, le Né-Congo. Nous constatons que les politiciens du Congo central ne veulent pas comprendre d'abord l'intérêt supérieur de la province. Sous d'autres cieux, vous verrez que même quand il y a des problèmes, mais pour l'intérêt de la province, on essaie de mettre le clivage de côté. Merci beaucoup, Président. Monsieur le Vice-Président, qu'il y a des problèmes au Congo central, nous l'avons dit. Tantôt, c'est comme c'est que le Président vient de dire tout à l'heure, c'est Kinshasa qui convoite le pouvoir. Tantôt, ce sont les Né-Congo qui sont divisés avec ces 3 districts. Et tantôt, ce sont des dames qui revendiquent le pouvoir. Ils disent que c'est leur tour avec plusieurs groupes. Qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour s'en sortir à cette crise, n'est-ce pas, qui mine la province du Congo central? Bon, à mon avis, nous avons un problème de leadership. Le Congo central, aujourd'hui, n'a plus de leader. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est d'abord question de prendre conscience, d'accepter qu'aujourd'hui... Qui va prendre conscience? Le peuple Né-Congo. Oui, le peuple. Le peuple Né-Congo, peu importe le peuple dans le pouvoir, ou le peuple en dehors du pouvoir, doit prendre conscience, doit d'abord reconnaître sa faiblesse. Parce que j'ai comme l'impression que lorsque nous sommes dans la province, tous nous devenons forts. Vous voyez? Et maintenant, malheureusement, lorsque nous sortons, on se retrouve nulle part. Donc nous devons prendre conscience que nous sommes faibles et qu'il faudrait travailler sur un leadership. Dans le sens où prendre d'abord tout ce qui est intérêt partisan, mettre à côté, et puis se mettre à table pour discuter de ce qui est question de leadership. Croyez-vous que ça sera facile parce que le leadership c'est sur une personne? Et c'est cette personne-là, il sera des Lukaya, il sera des cataractes, il sera du bas-fleuve. Croyez-vous que vraiment c'est facile cette façon de voir les choses? C'est difficile parce que nous n'avons pas, nous ne voyons pas tous les choses de la même façon, mais depuis longtemps, depuis le début, depuis que le monde est monde, on ne voit jamais de la même façon. C'est question de la tolérance, de comprendre qui est mon plus grand, qui est le plus petit, et puis de comprendre, de prendre tout ce qui est proposition de tout le monde, prendre en considération pour regarder dans la même direction. Puisqu'il y a un adage qui dit que lorsqu'on ne regarde pas dans la même direction, nous ne marchons pas ensemble. Donc nous devons d'abord commencer par regarder dans la même direction. Lorsque je parle de la direction, je vois l'intérêt supérieur de notre province. C'est-à-dire que nous devons d'abord comprendre c'est quoi l'intérêt supérieur de notre province pour marcher dans la même direction. Tout le monde est leader dans la province, mais quand il s'agit
de discuter sur l'intérêt supérieur, nous devons nous reconnaître qui est le plus fort et qui est le plus vieux. Nous devons nous soutenir. Je crois qu'il y aura plusieurs interventions, plusieurs éditions sur la question spéciale liée à la province du Congo central. Nous avons tout d'ailleurs moins de 5 millions d'habitants, mais bon, la province souffre, peine à se développer. Les stratégies et les enjeux, surtout à l'élection du gouverneur, du couple gouverneur, qu'est-ce que nous allons faire? Je crois que les jours à venir, nous allons revenir sur le même sujet et puis proposer des pistes de solutions ou sinon des voies de sortie face à cette crise. Nous allons atterrir à la grande question qui est l'actualité au niveau national. Nous allons prendre deux points. Le premier point, nous allons prendre la taxe RAM. Et le deuxième point, nous allons prendre, n'est-ce pas, l'intérinement du président de la CENI, que vous savez bien, Kadima. Alors, commençant par RAM, nous avons tous suivi, et président, je crois que vous avez suivi, le vice-président, vous avez suivi, que la motion qui visait et bien entendu, le ministre des RAM, de la RAM, n'est-ce pas, Kibasa, a été rejetée. Ministre des RAM. Ministre des RAM. Régis, oui. La motion qui visait le ministre des RAM a été rejetée par l'Assemblée nationale. Quelle est votre lecture face à cette question, monsieur le président? Voilà, peut-être c'est de manière péjorative. Bon, le ministre RAM n'existe pas au vrai sens du terme, c'est le ministre du Pententique qui bat sa Maliban. Oui, les députés sont là pour défendre les intérêts de la population. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Union sacrée fait du kabylisme sans Kabila. On ne comprend pas finalement, l'UDPS a combattu le régime de Mobutu et le régime de Kabila pour rien. Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS est en train de reprendre toutes les stratagèmes, les stratégies et tous les stratagèmes, les stratégies de ces personnes ou de ces régimes qu'elle a combattus. C'est quand même triste. Écoutez, nous l'avons dit, nous sommes un État. Un État a des principes. Nous avons la Constitution et d'autres lois organiques qui régissent la marche de notre pays. Je suis d'accord, nous devons inculquer aux Congolais la culture de payer les taxes, de payer les impôts. Sous d'autres cieux, c'est ce qui fait le développement. Maintenant, la question que nous devons nous poser, pourquoi nous avons perdu cette culture? Parce que les Congolais ne sentent pas l'action retour. Donc, quand on paye la taxe, on paye l'impôt, on doit aussi se retrouver derrière ça. Le mal dans notre pays, quand les gens payent, et au lieu que l'argent entre dans la caisse de l'État, mais l'argent va servir plus les poches des individus. Donc, mais concernant la question au RAM, on a démontré que d'ailleurs lui-même le ministre, quand il est passé à l'Assemblée nationale, a insisté que ce n'est pas une taxe, mais plutôt une rémunération sur service. C'est quand même grave. Parce que tout ce que l'on fait dans le pays doit être prévu par la loi. Donc, le droit doit exister avant le fait. Mais aujourd'hui, c'est quand même triste, aujourd'hui, ça semble par de l'escroquerie, comme l'on dit, et comme plusieurs députés l'ont dit, que c'est comme de l'escroquerie. Aujourd'hui, ça devient une tracasserie. Et on ne comprend pas combien de fois on doit payer RAM. Vous achetez des unités en couple et c'est quand même déplorable. C'est pourquoi, comme les députés l'ont dit, on doit supprimer cette taxe et restituer les unités des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la fiabilité de combien que le gouvernement a perçu à travers RAM. Donc c'est quand même triste. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. L'état de droit tant prôné par le régime Tshisekedi, aujourd'hui sur le terrain, nous vivons autre chose. Merci beaucoup. Concernant le forcing, concernant des questions, j'ai bonne mémoire. Effectivement, c'est là où j'en ai le forcing de Kadima. Quel est votre point de vue? Nous voulons avoir des élections crédibles, apaisées et transparentes en 2023. Très bien. Le pays a déjà organisé 3 cycles électoraux. On n'a pas des élections de 2006, 2011 et 2018. Et nous connaissons que ce sont des élections qui étaient émaillées de plusieurs irrégularités. Mais pourquoi les Congolais, nous ne voulons pas apprendre de nos erreurs? Aujourd'hui, nous voulons que la personne qui va présider la CENI soit une personne consensuelle. Mais malheureusement, aujourd'hui, déjà avant même la compétition,
Kadima divise le parti prenante. Et déjà, s'il y a contestation avant même la compétition, pensez-vous que nous aurons des élections apaisées? Donc, moi, ça ne sert à rien de reprendre encore des élections chaotiques et qui vont encore nous produire des institutions illégitimes. Aujourd'hui, si les choses ne marchent pas, parce que les institutions sont issues de la fraude électorale et la corruption corrompt tout. Merci. Donc, c'est pourquoi nous disons, Merci. nous voulons que le président de la République ne puisse pas investir Malonda parce que c'est lui qui doit signer l'ordonnance qui doit l'investir. De la même manière, il a refusé d'investir Ronsard Malonda faute de consensus. J'espère qu'il doit privilégier les consensus pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait des élections apaisées. Très bien, c'est bien compris. Nous allons citer par vous, monsieur le vice-président Willy Kwabi. Et le RAM, le registre des appareils mobiles. Pour vous, cette taxe la taxe qu'on allait initier est bonne ou mauvaise? Bon, je suis étonné que vous parlez des taxes parce que lui-même le ministre ne sait pas est-ce que c'est une taxe, est-ce que c'est un impôt, est-ce que c'est quoi? Ça a été dit. Non, il n'a pas été clair même lors de sa dernière intervention. Ok. On ne sait pas c'est quoi. Déjà lorsque nous ne savons pas c'est quoi la RAM, les régimes juridiques de la RAM, on doit nécessairement supprimer parce que vous savez, toutes les actions que lorsque le peuple refuse quelque chose, même quand cette chose est dans son vouloir ou sinon dans son intérêt, le gouvernement doit comprendre que celui pour qui on agit a refusé, ça doit être supprimé. Alors, le président dit tout à l'heure que le président de la République ne doit pas investir, s'il vous plaît, Kadima. Vous savez, il a suivi le cours normal pour certains, pour d'autres, il n'a pas suivi le cours normal et que Kadima ne serait pas un bon président de la CENI. Pour le président, il dit que le président de la République, pour le président Mercure, le président de la République ne doit pas l'investir. Pour vous, quel est votre point de vue, Katassa? Question de se servir seulement de la jurisprudence Ronsard Malonda. C'est facile. Très bien. C'est-à-dire que pour le nom, peut-être pour le nom politique, il peut investir. Mais si réellement, le président de la République, comme il est appelé d'assurer l'ordre social et la paix sociale, il doit éviter. C'est les mêmes, nous sommes presque dans les mêmes cas que Ronsard Malonda. C'est-à-dire que moi, j'invite le président de la République d'agir de la même manière qu'il avait agi pour le fils Neko, qui est Ronsard Malonda. C'est question tout simplement de la paix sociale que le président de la République est appelé à assurer la normalité. Merci beaucoup, fidèles auditeurs, parce que nous sommes aussi à la radio, fidèles téléspectateurs de Sans Parapluie sur YouTube et sur les chaînes locales. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, voilà. Je crois que vous l'avez aimé, nous sommes à la fin, voilà. Et nous allons accorder la parole à nos heureux invités, juste pour une minute, de donner une synthèse, une conclusion par rapport à tout ce qui a été dit ici. Président, vous avez la parole. Voilà, nous sommes Beaumatraciens, nous disons simplement que nous avons aussi été approchés par de prestataires de santé qui ont donné des vaccins dans la lutte contre Covid qui ne sont pas encore payés. Et nous, en tant que la voix de sans voix, nous disons que ces gens méritent leur salaire, ce n'est pas normal. Ils étaient comme des soldats au front pour lutter contre cette pandémie. Et ce n'est pas normal, depuis qu'ils ont presté, ils n'ont jamais été payés. Et nous disons que ce n'est pas ça l'état de droit. Et ce qui est encore grave, on a fait signer déjà le bulletin de paye à ces prestataires de santé, mais sans toutefois être payés. Donc prochainement aussi, nous disons à nos personnels de santé de ne pas être naïfs prochainement. Avant de signer un bulletin de paye, il faut d'abord percevoir l'argent. Et aussi, nous demandons aussi à nos amis de la SNEL qui font le travail là à Dumbi de vite activer parce que nous faisons ce combat pour la population. Nous encourageons les autorités de la SNEL. Merci. Et nous encourageons que le courant au niveau de Dumbi va aussi être lancé rapidement. Et un conseil pour la province, je crois qu'aujourd'hui, nous nous fragilisons parce que aujourd'hui le Mukongo est en train de combattre toujours son frère et ça diminue notre force.
Aujourd'hui, nous n'avons plus quelqu'un qui peut se dire qu'il est présidentiable, même s'il y a des élections présidentielles. Je ne vois pas quel est ce leader du Congo central qui peut se dire, ben voilà, moi, j'ai l'envergure d'un candidat président de la République. Très bien. En dehors des intérêts de la province, les Né-Congo viennent de disparaître sur le plan national. Donc évitons simplement de nous concentrer que sur la province parce que ça nous diminue apparemment. Merci. Les leaders du Congo central ne font que la politique pour la province. Or, il y a aussi la politique nationale qui a besoin de grands leaders. Et pour ça, nous devons apprendre à être solidaires. Et malgré nos erreurs, même dans d'autres provinces, un leader peut avoir des erreurs. Mais quand nous comprenons qu'il a une étoile montante, au lieu de le combattre pour le tirer vers le bas, il y a lieu de le soutenir pour qu'il puisse émerger, propulser, pour que nous ayons aussi des gens capables de gérer nos intérêts au niveau de la province et au futur gouverneur aussi. Il faut qu'il soit courageux, capable de dire non au cacique du pouvoir de Kinshasa pour l'intérêt de fils et filles. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a déjà apparemment, quand il est gouverneur, il est là seulement pour protéger son fauteuil et il donne toutes les ressources de la province à Kinshasa. Et aujourd'hui, le Congo central est en train de reculer. Nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas de bonnes écoles. Or, la province a aussi beaucoup de moyens pour son développement. Merci beaucoup, Président. C'est entendu. Votre conclusion, vous êtes allé au-delà d'une minute. Monsieur le vice-président de l'ENEH, votre dernier mot pour cette édition, pour ces programmes, pour ces journaux. Voilà, par rapport à tout ce qui a été dit sur ces plateaux. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour m'avoir accordé la dernière parole. Par rapport à tout ce qui venait de se dire, moi, je conclurai par la prise de conscience consciencieuse. C'est-à-dire que nous devrions être en mesure de comprendre ce que nous voulons. Vous voyez, nous avons parlé question de l'insécurité, tout ça. Nous avons parlé de la province et puis de leadership qui est le pouvoir central. Je pense que nous avons constaté un désordre presque partout. C'est question de prendre conscience, peu importe que ce soit les autorités, même nous, les peuples, nous, la population, de pouvoir se solidariser, comme l'a dit le président, de pouvoir en fait mettre des nouvelles stratégies pouvant nous permettre d'avancer. Quant à la question de la province concernant tous les leaders qui veulent se converger tout simplement pour les leaderships ou la province, la tête de la province, moi je pense que nous devons tout simplement nous soumettre à la Constitution qui en fait donne le droit à tout le monde de pouvoir en fait c'est un droit à tout le monde qui revient à tout le monde de pouvoir postuler, mais que ces droits-là soient envisagés pour l'intérêt supérieur du peuple Né-Congo. Merci beaucoup. Nous sommes complètement à la fin de cette émission sans parapluie pour ces nouveaux numéros. Mais avant de chuter complètement, nous allons reprendre, ou nous allons conclure, nous allons clôturer d'autres serments comme nous l'avons fait au début de cette émission. Nous allons commencer par le président Melchior. Nous allons juste vous demander, juste à la main gauche, et vous allez répondre à vrai ou faux à certaines questions que nous allons vous poser. La première question, la main gauche seulement. Vrai ou faux que le problème du Congo central, les Né-Congo sont les plus concernés? Vrai. Deuxième question. Vrai ou faux que la province du Congo central connaît une crise? Il faut préciser la crise par rapport... une crise politique. Je peux dire... Bon, la crise, il y en avait, hein, mais là, il y a une accalmie. Donc, crise politique. Donc, il n'y a pas crise politique. Faux, absolument faux. Vrai ou faux qu'il y a l'insécurité dans la vie des Boma? Vrai. Vrai ou faux que le président de la République doit s'abstenir, n'est-ce pas, à nommer Kadima? Oui, vrai. Le président de la République ne doit pas signer l'ordonnance d'investiture d'un président de la CENI qui pose problème. Vrai.
Nous sommes à la fin. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est la première. Nous osons croire que ce n'est pas la la dernière fois et c'est quand même un grand magazine. Merci. Sans parole. Nous sommes très contents. Prochainement, n'hésitez pas, nous serons là. Merci. Monsieur le vice-président, ça a été vraiment parfait, je crois. La main gauche, s'il vous plaît. Vrai ou faux que l'ENEH est aujourd'hui... Vrai ou faux que l'ENEH est aujourd'hui apolitique et va rester apolitique? Vrai. Vrai ou faux que le problème de l'insécurité ne concerne pas que le membre de la sécurité de la ville? Vrai. Vrai ou faux que l'État, vrai ou faux que la taxe RAM ou le registre des appareils mobiles doit être supprimé? Vrai. Ça, c'était très bon, non? En tout cas, c'est très bon. Merci beaucoup. Nous vous disons sincèrement merci. Continuez à s'abonner, à liker, à aimer, à faire même des vues sur notre chaîne YouTube Sans Parapluie. À nous revoir très prochainement avec le même plaisir. Président, merci. Beaucoup. Ok, à bientôt. Merci.